C'est bon? Merci. Non, ça va, ça va. Je mets ça pour toi ici. D'accord. Non, ça va. Ça va? D'accord. J'ai renversé ton livre, hein, de l'eau. Si on peut avoir une petite serviette ou quoi, cachemire, non? Une serviette. L'eau s'est renversée ici. Bien. La logistique est prête. On peut commencer? Ok, on commence. Un instant. Ah, c'est Pierre Assouline, c'est lui, Pierre Assouline, qui a écrit. Oh, oui, oui. Je le connais. Tu le connais? Ouais, il y a le temps. Gaston, ça va? Omar. OK. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Je m'appelle Gaston Mabaya, auteur et poète. Ce soir, je serai l'animateur de cette session spéciale dédiée à Madame Assia Djebar. J'ai l'honneur d'être accompagné de deux collègues auteurs et professeurs, Madame Monia Mazik, Madame Samira Farou. Alors, je vous signale que Madame Samira a un vol très bientôt. Nous allons commencer la discussion par lui donner la parole et elle va faire une présentation PowerPoint. Après sa présentation, elle va filer à l'anglaise. Oh, je voulais dire à la française. Avant toute chose, je voudrais remercier Mosaïque Interculturelle pour avoir organisé ce salon du livre afro-africain, la 8e édition déjà, 8e édition 2025. Le sujet de cet après-midi, c'est un hommage. Un hommage à une grande dame qui s'appelle Assia Djebar, de son vrai nom, Fatima Zora Himalayenne. Madame Assia est née le 30 juin 1936 en Algérie et elle est décédée le 6 février 2015 à l'âge, si vous faites les maths, de 79 ans. Et elle a été, comme on peut le voir, une icône littéraire et cinématographique algérienne, romancière, traductrice, scénariste. La plupart de ses œuvres traitent des obstacles rencontrés par les femmes et elle est connue pour sa position féministe. En plus, elle est la première femme écrivaine maghrébine à être élue à l'Académie française et la 5e femme à intégrer cette institution. Sans plus tarder, je vais passer la parole à nos éminentes intervenantes. Je vais commencer par Madame Samira Farou. Je voudrais demander à nos intervenantes, à chaque fois qu'elles prendront la parole, de se présenter. Madame, vous avez la parole. D'accord, je suis Samira Faroud. J'ai fait mon doctorat sur la littérature du Maghreb dans l'écriture d'Assia Djebar et surtout j'ai travaillé sur l'amour, la fantasia. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Alors, comme il a dit Monsieur Gaston, le nom d'Assia Djebar, c'est Fatma Zora Melayen.
Alors, je viens tout de suite au nom de plume d'Assia Djabbar, a été choisi pour éviter au père la honte, un choix dicté par la pudeur, la hushma, témoin de Djabbar. En fait, le prénom Assia signifie la consolation. Et au Maroc, la Assia, c'est une rose, c'est une fleur. Quant au nom de Djabbar, il veut dire l'intransigeance. Il est également l'un des 99 noms du nom du prophète Mohammed. Ce nom ressemble de près à son écriture. Une écriture qui se veut complexe, double, contradictoire. Autrement dit, une écriture de l'entre-deux. Alors, à vrai dire, cet entre-deux ne quitta jamais l'écriture d'Assia Djabbar. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai de l'autrice de l'entre-deux. Alors, dans l'écriture, se situe entre l'Algérie et la France. Écriture imprégnée par l'Algérie coloniale et indépendante, la France coloniale et salvatrice par la langue du père. Cette langue qu'elle chérit et fuit en se réfugiant dans l'arabe dialectal, l'arabe classique et les récits de femmes ensevelies, emmurées. Alors j'examinerai ici ces 4 points, l'écrivain de l'entre-deux, une sourcière des femmes, une sororité universelle postcoloniale et notamment le genou hétérogène postcolonial. Alors, je vous invite à lire cette citation avec moi si vous voulez bien. Alors, je commence par une citation de L'amour, la fantasia. La voici. Fillette arabe, allant pour la première fois à l'école, un matin d'automne, main dans la main du père. Celui-ci, un fez sur la tête, la silhouette haute et droite dans son costume européen, porte un cartable. Il est instituteur à l'école française, fillette arabe dans un village du Sahel algérien. Dès le premier jour, une fillette sort pour apprendre l'alphabet. Les voisins prennent le regard matois de ceux qui s'apitoient 10 ou 15 ans à l'avance sur le père audacieux, sur le frère inconséquent. Le malheur fondra immanquablement sur eux. La chance de cette liberté résolument donnée par le père, qui est instituteur, elle en fait un emblème à l'ouverture de L'amour, la fantasia. Dès la première page de L'amour, la fantasia, Djabbar situe son écriture entre l'espace privé et l'espace public, entre le père et la mère, entre l'arabe dialectal et le français du père. Et il y a dans son écriture une situation d'ici et d'ailleurs. Elle la qualifie de berbérophone par ses grands-parents maternels, arabophone par sa mère. Ne pouvant écrire qu'en français, elle est consciente que la langue de la subjugation coloniale est aussi pour elle la langue d'émancipation. Je cite Assia Djabbar dans L'amour, la fantasia. Elle dit « Le français pour l'écriture secrète, l'arabe pour nos soupirs vers Dieu étouffés, le libico-berbère quand nous imaginons retrouver les plus anciennes de nos idoles mères, la 4e langue pour toutes, jeunes ou vieilles, cloîtrées ou à demi émancipées demeure celle du corps, que le regard des voisins, des cousines prétend rendre sourd et aveugle, puisqu'ils ne peuvent plus tout à fait l'incarcérer, le corps qui, dans les transes, dans les danses ou les vociférations, par accès d'espoir ou de désespoir, s'insurge, cherche en alphabet la destination sur quel rivage de son message d'amour. De l'alphabet français, elle se compose un pays langue où jamais elle n'est en exil, car sa langue française est habitée par le rythme andalou et la pensée soufie, les complaintes berbères, les sonorités du oud ou du chant de Taos Amrouche. Sa langue, son jeu autobiographique, épouse un nous collectif, à nous de femmes dans L'amour de fantasia. Cependant, Djabbar raconte dans Vaste et la prison
les difficultés d'entreprendre un jeu autobiographique. Si par hasard elle dit « je deviens amnésique », si demain je suis renversée par une voiture, si vite tout transcrire, me rappeler le dérisoire et l'essentiel dans l'ordre et le désordre, mais laisser trace. Djebbar craint partir sans laisser de traces à une vie vécue dans l'amour, la fantasia, elle associe l'oubli à la fiction pour retrouver la mémoire et l'autobiographie. Cependant, la langue adverse et l'oubli rendent le projet mémorial et autobiographique une opération conflictuelle. Écrire son jeu dans sa complexité situe Djebbar dans une entreprise scripturaire, celle dans une écriture de l'entre-deux, d'une écriture de nous ou de jeu collectif de femmes. C'est ainsi que Djebbar se sert du palimpseste pour écrire l'histoire du pays, comme le souligne Denis Brahimi. C'est dans ce processus que Djebbar écrit l'histoire de l'Algérie colonisée et la vie des femmes à cette période. Certains critiques associent cette écriture à une action de résurrection des souvenirs à demi effacés dans un style virtuose, réunissant l'écrit à l'oralité. Ce jeu scripturaire subversif rejette en effet l'espace de violence décrit par l'ancien colonisateur et par certains littérateurs de commande afin d'aboutir à une légitimation politique sur la base de deux ressorts du régime, le nationalisme et le patriarcat. Le jeu devient ainsi un acte féminin de solidarité historique. C'est pourquoi elle devient sa voix, l'écriture de Djebbar, comme une sourcière de voix ensevelie. Je cite ce qu'elle dit plus tard au sujet de son rôle de sourcière. Le jeu d'Assia Djebbar représente en effet un jeu sous-entendu d'un nous. Ce jeu n'est pas narcissique ou égoïste, mais surtout un jeu de sororité, un nous qui dénonce l'exclusion et l'intolérance. C'est un jeu de sororité. La voix des femmes arabo-musulmanes ensevelies dans le silence, selon Isma, la première épouse dans Ombre Sultane. Voici la citation. Elle dit « Je ne vois pour les femmes arabes qu'un seul moyen de tout débloquer. Parler, parler sans cesse, d'hier et d'aujourd'hui. La voix qu'ils n'ont jamais entendue, la voix des soupirs, des rancunes, des douleurs, de toutes celles qu'ils ont emmurées, la voix qui cherche dans les tombeaux ouverts. » Alors Djebbar incite les femmes à prendre la parole comme l'ont fait Sherazade et Dinarzade dans Les Mille et Nuits. Djebbar y instaure le dialogique de sororité. La voix d'Isma apostrophe Agila pour raconter une histoire capable de la sauver. Aujourd'hui, je cite, « Pour secourir une concubine, je m'imagine sous le lit, éveilleuse et solitaire. Je déploie l'image proférée autrefois, celle de femme, jambes dénudées, elle qu'on prétend amoureuse la nuit et qu'on fait esclave sitôt le soleil levé. Le récit de la sultane des aubes sauvera-t-il l'une de ses opprimées? » La référence intersexuelle ou transsexuelle aux Mille et Nuits n'évoque pas uniquement la ruse solidaire de Sherazade, mais attire davantage l'attention sur la complicité féminine salvatrice. Leur collaboration est essentielle à leur survie. Leur sororité représente une grande solidarité entre les femmes afin d'arrêter la persécution quotidienne des femmes. Cet exemple dévoile la stratégie romanesque de Djebbar, celle de parler des autres afin de parler de soi, et de la sororité qui la lie aux femmes arabes en particulier et aux femmes en général
Par conséquent, cette sororité ne se limite pas aux femmes algériennes. Elle s'étend à toutes les femmes qui résistent, rejettent le pouvoir mâle, dominateur, les exactions et l'injustice. Alors cette sororité, elle parle quand elle cite la française Pauline Rolland, la sororité avec les femmes françaises est illustrée à la fin de L'amour, la fantasia, où elle éclot son roman évoquant la française Pauline Rolland, déportée par la Révolution de 1848, rencontrée sur le terrain de l'écriture, à travers la correspondance qu'elle entretenait pendant ses 4 mois d'exil en Algérie. Parler d'eux, ou à côté des femmes algériennes, de Pauline Rolland, de leur résistance contre le colon français, et le pouvoir mâle qui crée un lien fort entre les femmes, une sororité qui dépasse le métissage des sangs et l'antagonisme entre les cultures, en instaurant une communauté de destinée tragique entre ces êtres sacrifiés. En l'occurrence, l'histoire de Pauline, la française, ressemble à celle de l'inconnue algérienne, qui, parmi les otages de Saint-Arnaud, quitte Bonn pour la France en 1843. Je cite ce qu'elle dit à Assia Djabar au sujet de cet inconnu. « Tu t'es recroquevillé au centre des cousines, vieilles, jeunes ou moins jeunes. Elles t'entourent de leur voile humide, comme si elles te ficelaient de leurs prières, de leurs murmures. Sans crier, tu te délivres de fœtus. » La douleur de Pauline qui a perdu son fœtus s'apparente à la souffrance de celles qui ont perdu leur patrie. L'histoire de Pauline et des femmes algériennes implique une écriture palimpseste où Djabar se ressource des archives et de la tradition orale féminine, des voix des femmes assujetties, des femmes ensevelies. Alors, aussi, on va parler d'un jeu, nous, hétérogène, postcolonial. Djabar remplace la violence du palimpseste colonial par l'histoire algérienne à travers les voix des femmes qui ont été volontairement effacées par l'histoire coloniale officielle et l'élite mâle. Leur histoire se trace dans un projet de counter-hegemonic memory, contre la mémoire hégémonique, qui se situe dans un état de tension entre l'identité nationale et l'histoire avec un grand H, situation de l'entre-deux, comme j'ai dit dès le début, au sujet de l'écriture d'Assia Djabar. Écrire le jeu pour Djabar, c'est tout d'abord parler des femmes, privilégiant le jeu nous. Elle insère le récit de vie dans son jeu intime, dans L'amour, la fantasia. Elle s'éloigne du récit autoréférentiel à la première personne. C'est l'anxiété devant un jeu individuel la conduite à développer ce rapport entre le jeu, nous, des femmes. Le mélange, histoire et fiction se manifeste par son stratagème littéraire de donner une nouvelle forme d'écriture palimpseste d'un jeu polyphonique au féminin. En fait, raconter le nous des femmes algériennes implique Djabar dans un projet de contestation de l'histoire officielle, coloniale et nationale. Elle crée une contre-histoire féminine. Elle a rallumé le vif passé, à l'instar d'Ibn Khaldoun, qui a opéré une subversion de l'histoire dans la tradition historiographique. Elle emprunte la fiction pour suppléer au blanc de l'histoire. Ce qui m'amène finalement à ma conclusion. Alors, finalement, Djabar a suivi les conseils de Fanon, surtout qu'on a rendu hommage hier à Fanon, de ne pas cesser d'écrire. Il lui a dit, Fanon, écrivez, peu importe la critique. Lors de leur rencontre à Tunis, heureusement, Assia Djabar a continué à écrire malgré une césure des dizaines d'années. Elle nous a laissé une œuvre complexe à l'image de sa vie. Elle,
la scénariste, l'historienne, la prof, la journaliste, l'académicienne et ainsi de suite, une intellectuelle complexe qui a vécu dans l'interstice, dans l'entre-deux, entre l'ici et l'ailleurs, le père et la mère, la loyauté et la révolte, la colonisation, l'indépendance et la décennie noire en Algérie. Elle est notre jeu, le nous collectif, un nous qui a façonné son écriture depuis son premier roman, La Soif, jusqu'au dernier roman, Nulle part dans la maison de mon père, que ma collègue va en parler. Histoire, fiction, autobiographie, une voix du malheur de notre monde, une voix qui résonne jusqu'à date. L'écriture de Djabbar a enrichi la littérature française et francophone, un terme qu'elle conteste, le terme francophone, par l'emploi du français qui frise la virtuosité. Un français subversif, doublé par le velours, mais aussi les épines des langues autrefois occultées, écrit Djabbar dans son discours à l'Académie française le 22 juin 2006. Son écriture a instauré le chemin aux autres auteurs et autrices du Maghreb et d'ailleurs à écrire pour que les blessures mémorielles se cicatrisent. Sur ce, Merci. Je vous remercie pour cet exposé clair, profond sur notre auteur Assia Djebbar. Et je voudrais préciser que Samira a fait sa thèse de doctorat sur Djebbar, exactement sur le livre dont elle vient de parler, L'amour, la fantasia. Et ce même livre a eu le prix en 1985. Et le prix s'est intitulé Prix de l'amitié franco-arabe. Et donc, vous avez entendu dans cet exposé-là, à l'Académie française, il y a eu beaucoup de controverses, mais il y a même un prix qui lui a été attribué quelques années avant. Merci beaucoup pour votre exposé. merci. Alors, nous allons lui permettre de partir, de ne pas rater son avion. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, nous pourrons en répondre après, parce qu'on a discuté avec elle, on connaît un peu la philosophie. Merci beaucoup, c'était un salon extraordinaire. Merci, Oui. Mosaïque interculturelle, c'est superbe, merci beaucoup. L'ambiance, elle est vraiment... Vous êtes une famille. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci aussi. Au revoir. Parce que nous avons parlé de l'Académie française, je voudrais très rapidement dire que notre auteur Assia a écrit beaucoup de livres. Elle a pratiquement balayé toutes les décennies, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Elle est née en 1936. Déjà à 21 ans, elle a écrit son premier livre qui s'intitule La Soif. En 1958, Les Impatients. En 1962, Les Enfants du Nouveau Monde. En 1967, Les Alouettes naïves. Et puis en 1969, il y a eu des poèmes. Et ça continue. Et elle n'a fait que écrire. Je cite quelques-uns encore. En 2002, Femmes sans sépulture. C'est ce dont vous allez parler tout à l'heure? Non, je ne l'ai pas lu, j'aimerais bien le lire, mais je viens tout juste aujourd'hui pour préparer cette séance. J'ai lu sur ce livre-là et ça m'a tellement intriguée, donc non, malheureusement je ne l'ai pas lu, mais c'est sûr que c'est une autrice très très prolifique et aussi multitalentueuse. Donc, Ouais. Alors, j'en profite pour vous passer la parole. Merci. Présentez-vous et puis D'accord, faites votre merci. exposé. D'accord, alors pour me présenter, je ne suis pas une spécialiste de Assia Djabbar. Malheureusement, j'ai connu Assia Djabbar très tard, en fait, il y a quelques années. Et ça explique un peu aussi son statut, un peu dans le monde arabe. C'est une femme qui est
qui écrit en français, mais qui est aussi principalement connu en France, peut-être aussi aujourd'hui beaucoup plus en Amérique du Nord, aux États-Unis. Donc elle a été traduite en anglais également, de plus en plus. Là où elle a enseigné, avant de mourir, elle est allée vivre aux États-Unis, elle a enseigné dans une université là-bas aux États-Unis. Et ça aussi, ça démontre un peu, sans que je puisse spéculer sur sa vie personnelle et sur sa relation avec la France, c'est un peu des relations un peu difficiles, comme ça a été aussi le cas avec son propre pays. Et donc je pense que son dernier pays, de vivre aux États-Unis, de découvrir un autre milieu, et qu'on lui donne aussi cette capacité d'enseigner, je crois qu'elle a trouvé une autre famille. Et là aussi, je suis un peu dans la spéculation, c'est ma propre interprétation, je ne veux pas vraiment vous induire en erreur, mais d'après ce que j'ai pu lire et savoir sur elle, je pense que les États-Unis, avec ce que peut-être les États-Unis représentent comme liberté intellectuelle et comme curiosité académique, je crois que Assia Jabbar l'a trouvée vers la fin de sa vie, parce que c'est une femme. Tout à l'heure, on parlait de la censure, on parlait de ce qu'on ne peut pas dire. Et je pense que c'est une femme qui a tout le temps été critiquée pour ce qu'elle disait. Donc critiquée dans son propre pays natal, parce qu'elle écrivait en français. Je crois qu'on lui a offert une position d'enseignement en Algérie, mais c'était à condition qu'elle enseignait en arabe. C'est une langue qu'elle parlait, mais c'était pour elle, pour des raisons différentes, multiples, elle a refusé. Je crois que ça diminuait un peu de sa stature. Donc, chaque mouvement de Assia Jabbar était un mouvement politique, chaque choix, chaque écriture. Donc déjà, moi je l'ai connue très tard, parce que en Tunisie, qui est juste un pays voisin de l'Algérie, là où j'ai grandi, on parlait d'autrices et d'auteurs français, mais on ne parlait pas d'Assia Jabbar, quelqu'un qui maîtrise très très bien la langue française, au point d'être admise plus tard dans l'Académie française. Mais aussi, c'est une femme, et je crois, mon amie Samira Farhoud l'a bien dit, c'est une femme qui a écrit sur toutes les étapes, et qui a eu aussi la chance de vivre avant, pas avant la colonisation, mais avant le début de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire quand il y a eu, en 1953, quand vraiment la guerre a commencé, la guerre d'indépendance. Donc elle a vécu avant et après. Elle a eu aussi cette chance de vivre l'Algérie libérée, l'Algérie après la colonisation, donc l'indépendance. Donc elle a vu et elle a écrit là-dessus. Elle a aussi la période que je ne connais pas très très bien, c'est quand elle a parlé de la décennie noire, c'est-à-dire quand il y a eu entre les années 90 et 2000, quand il y a eu la guerre civile en Algérie. Mais Assia Jabbar était aussi là et apparemment elle a écrit. Mais elle a écrit aussi, cette femme, elle est insaisissable à mon avis, parce que y a des gens qui veulent lui dire qu'elle est francophone, ou bien d'autres qui lui disent qu'elle est féministe, ou bien, et je crois qu'elle nous surprend à chaque fois. À chaque fois qu'on la fait rentrer dans une case, elle sort de la case et nous ramène un aspect qui est un peu contradictoire, dans lequel on veut la confiner. Et c'est ça, je trouve, où réside le génie d'Assia Jabbar, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a appris l'arabe, elle a appris le français, et elle a terminé sa vie en enseignant en anglais. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, qui peut-être, à mon avis, je trouve, c'est sa façon de se rebeller en utilisant les langues qu'elle veut et en utilisant les langues quand elle les veut.
Je vais un peu m'attarder sur un livre. En fait, c'est son dernier livre. Et c'est un livre c'est un roman, et ça s'appelle Nul dans la maison de mon père. Nulle part. Nulle part, pardon. Nulle part dans la maison de mon père. Ouais. Et dès qu'on commence à lire le livre, on comprend que c'est elle. Parce que la protagoniste du livre, c'est Fatma, et Assia Jabbar, de son vrai nom, c'est Fatma. Ouais. Et, mais elle dit jamais que c'est son histoire. Donc, on comprend, c'est un roman autobiographique, mais ça reste aussi un roman. On ne sait pas quand est-ce que c'est la vérité, on ne sait pas. Et elle parle nulle part dans la maison de mon père. En fait, on découvre son attachement profond au père. Et on se dit, tiens, on a une féministe, mais c'est un peu le produit du père. Donc, comment est-ce qu'on peut être féministe, mais à la fois être sous l'emprise d'un père? Et je crois que vraiment, elle était sous l'emprise de son père. Pas dans le mauvais sens, mais elle admirait son père. Elle admirait son père, et c'est tout à fait normal. Beaucoup de petites filles admirent leur père. Mais je pense que c'est le père qui l'a pris par la main et qui l'a... voilà. C'est un verre d'eau qu'on vous donne. Merci. Ça fait partie oui, du décor. De l'ambiance. Et c'est son père qui la prend par la main et qui l'amène à l'école. Et c'est un geste à la fois révolutionnaire, mais c'est aussi un geste très patriarcal. C'est le père qui te dit « lis ». Donc c'est à la fois une libération, mais c'est une emprise. Et je crois qu'elle le décrit très très bien, parce que quand on parle de son père, c'est l'instituteur, c'est celui qui parle français, c'est celui, on dirait un peu, le civilisé. Mais en même temps, elle raconte cette histoire-là qui est très choquante, qui est très bouleversante. Elle raconte le jour un peu où son père, ou peut-être l'image du père a été brisée dans sa tête de petite fille. Elle dit, j'étais un jour avec un ami, c'était un Français d'ailleurs, qui habitait là-bas. Elle vivait dans une ville pas très loin d'Alger, c'est Churchill. Elle adore Churchill, c'est là où elle est enterrée. Je crois qu'on appelait ça Césarée, c'est ça l'appellation française, mais d'origine c'est Churchill. Et elle jouait avec un petit garçon, son voisin, et je crois le petit garçon essayait de lui donner une leçon pour conduire, merci beaucoup, pour conduire un vélo, donc pour conduire la bicyclette. Et son père, dans toute sa liberté, dans toute son éducation, dans toute son ouverture, rentre de la maison, voit sa fille. Je crois qu'elle conduisait, elle avait dû pas enlever sa jupe, mais soulever, c'est ça. Donc elle avait 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, son père rentre dans une un peu folie, une rage, je dirais. Ne lui parle pas, va vers sa mère et lui dit, je ne sais pas, c'est comment ça se fait qu'elle joue avec un garçon et qu'elle a la jupe. Et elle dit, depuis ce temps, c'est un peu comme l'image un peu contradictoire du père. C'est lui qui m'a appris à me libérer de l'ignorance, mais en même temps, il reste ce gardien des traditions. Et plus tard, ce regard du père, je vous recommande de lire Nulle part dans la maison de mon père, parce que, je ne veux pas révéler, il y a un moment très très douloureux dans le livre, et j'ai l'impression que c'est à cause justement de ce regard toujours présent du père chez elle. Donc il y a toujours... dans l'écrit d'Assia Jabbar, cette contradiction entre peut-être le progrès et les traditions,
entre la langue française et entre le dialecte arabe, entre la modernité. Elle a écrit Loin de Médine, je crois, sur les femmes du prophète. Donc c'est quelqu'un qui a aussi une forte opinion sur la religion, sur l'islam, sur la place des femmes en islam. Et le titre Nulle part dans la maison de mon père, moi par exemple, ça m'a touchée, ça m'a personnellement bouleversée, parce qu'elle a écrit ce livre-là en 2006, je crois. Dans la maison de mon père, oui. En fait, elle est décédée en 2015, mais je crois en 2006. En 2008. 2008. 2008. Et elle a écrit ce livre-là en 2008, et je me suis sentie tout à fait proche d'elle, même si elle est beaucoup plus âgée que moi, toujours avec cette dynamique père-fille, avec cette dynamique arabe-français, avec cette dynamique tradition-modernité. Et une chose nulle dans la maison de mon père, le titre est très révélateur. Ouais. Elle le dit parce que, en fait, c'est un peu une citation de la fille du prophète. C'est très intéressant parce que c'est une dame que tout le monde veut s'approprier. De côté la France, avec un peu de retard, mais aussi aux États-Unis, un peu de retard aussi en Algérie maintenant, on la redécouvre. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est jamais distancé de ses origines locales et traditionnelles. Elle cite l'exemple de Fatma, qui est la fille du prophète, qui est la fille préférée du prophète. Et dès que le prophète est décédé, Mohammed, on enlève ou on lui enlève le droit d'hériter son père. Et donc, elle ne se retrouve même plus dans la maison de son propre père. Et elle le dit bien évidemment d'une façon métaphorique, mais c'est vrai que, en tant moi aussi que femme musulmane, on me l'a dit une fois par des gens qui sont très proches, tu n'as pas ta place ici, de toutes les façons tu es mariée. Et donc elle le dit très franchement, parce que c'est nos sociétés. Cette fille-là, Fatma, la fille du prophète, qui est la fille préférée, il se levait quand elle arrivait dans la même pièce que lui. Il se levait et lui donnait la place pour s'asseoir. Donc tellement il lui donnait beaucoup de respect, et le moment où il décède, on lui dit « tu n'as pas le droit à l'héritage parce que, selon certaines interprétations, que les prophètes ne sont pas hérités. » Donc on peut être d'accord, pas d'accord, mais de toutes les façons, on fait sortir cet argument-là, et Fatma, la fille du prophète, va mourir 6 mois après le décès de son père, et elle va devenir, si vous êtes connaissant dans la tradition islamique par exemple, tout le débat sunni-chiite, elle va devenir une figure révolutionnaire, surtout dans l'islam chiite, parce qu'elle va représenter cette revendication de dire où est mon droit. Donc je trouve que c'est tellement merveilleux ce que Assia Jabbar fait. Elle reprend cette image. Comment est-ce qu'on fait, et elle le fait d'une manière très douce, mais très forte, très très forte à la fois. Donc elle dit, je ne me retrouve plus dans cette maison de mon père. Donc voilà un peu le résumé de ce roman-là. Il y a aussi un autre livre d'Assia Jabbar que j'aimerais lire. En fait, j'ai lu aussi Les Enfants du Nouveau Monde, qui est un très formidable aussi roman qui parle du maquis, donc des révolutionnaires, de ceux qui sont allés dans la montagne, de la violence de la colonisation, des bombardements. Et face à ces bombardements, on a des gens qui vont aller dans la montagne, mais aussi on voit des personnages. Donc elle a cette force, Assia Jabbar, de nous faire découvrir des nuances. Donc l'Algérien n'est pas seulement le maquisard, celui qui va
dans la montagne seulement. Il y a aussi, malheureusement, celui qui va rapporter, celui qui va être un peu le traître également. Mais elle va aussi parler des femmes avec justement cachées sous leur voile, ce voile qui devient une menace pour le colonisateur français, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Et c'est vrai que dessous, il y avait des bombes parfois, oui, il y avait. Donc, elle fait cela très très bien, Assia Djabar. Oui, c'est ça. Donc, une femme vraiment, une grande femme, grande de la littérature francophone, mais je dirais pas seulement francophone, une littérature du monde, oui. universelle. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup. Non, c'est pas que vous puissiez vous arrêter. Non, ça va, parce que je pense... Elle ne s'arrête pas, elle a lu pas mal de livres, Nulle part dans la maison de mon père, et puis il y a d'autres intitulés, par exemple, La soif. Mais comme il y a beaucoup de poètes parmi nous, est-ce que vous avez parcouru son recueil de poèmes? Ou alors, sinon, je vais vous donner un extrait ici, puis je demanderai votre réaction, Monia. Alors, en 1969, Assia publie un recueil de poèmes. Et le titre, Poème pour l'Algérie heureuse, en 1969. Et ce recueil rassemble des poèmes qui explorent la complexité de l'Algérie post-indépendance. Son identité tiraillée entre joie et mélancolie, exil et espoir, ainsi que la reconquête du patrimoine et l'expression de la voix algérienne. Djabar utilise le titre ironiquement pour interroger le concept même de bonheur algérien, confrontant la beauté des mots à la lourde histoire du pays. Voilà un peu un ouvrage qui rassemble toute sa pensée. Mais en le lisant, on dégage des thèmes, différents thèmes. Je vais vous les citer, Monia. Alors je demanderai votre réaction. Par exemple, double visage de l'Algérie. Et le recueil explore l'Algérie comme une entité à la fois source de joie et porteuse d'une mélancolie profonde. Ces murs racontent de lourdes histoires, dont celle que vous avez racontée ici. Et d'ailleurs, le livre qui a constitué la thèse de notre ami, Oui, Samira. oui, ce livre-là répond en quelque sorte à ces histoires lourdes. Alors, le deuxième thème, c'est quête d'identité et reconquête. Quête d'identité et reconquête. C'est qu'il y a une lutte là. Il s'agit d'une démarche de reconquête du patrimoine algérien. Comment? À travers le langage. Et c'est ça qui l'a caractérisé, écrire. Et comme Monia l'a si bien dit, elle n'a pas seulement écrit en arabe. Elle a essentiellement écrit en français et en anglais, comme elle a enseigné aussi aux États-Unis. Et ses livres ont été traduits dans plusieurs langues. Alors, le troisième thème, parmi les deux autres, elle a utilisé la poésie comme quelque chose d'exécutoire. La poésie est un moyen pour Djabar de parler de quoi? De parler de l'exil, de l'injustice, mais aussi de l'horreur vécue par son pays qui est l'Algérie. Et toute cette douleur, elle essaie de la transformer en expression artistique. Monia, qu'est-ce que vous en pensez? Super, parce que, tu sais, moi je me suis dit, tiens, je ne savais pas que Assia Djabar avait écrit des poèmes. Mais Gaston? Elle l'a fait, mais dans son livre, encore une fois, Nulle part dans la maison de mon père, elle a un chapitre où elle raconte comment est-ce qu'elle a découvert Rimbaud. Elle a dit,
le jour où j'ai découvert Rimbaud, le poète français, elle était devenue amoureuse de la poésie. Sauf que, on va lire plus tard qu'elle a aussi découvert Imru al-Qais, qui est un grand poète arabe. Et elle écrit. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est une poète, c'est sûr, poétesse. Donc, mais c'est quelqu'un qui adore la poésie, qu'elle a découvert en français, mais plus tard, elle a écrit des lettres d'amour à son premier amoureux, en se pensant comme être Imru al-Qais. Je crois que c'est lui qui lui a... Donc, ils avaient comme ce jeu-là. Et donc, Imru al-Qais, c'est un arabe de la pré-islamique, de la période avant l'avènement de l'islam, mais c'est un des grands poètes arabes. Et donc, tout à fait, les thèmes de l'exil, les thèmes de l'injustice, de la reconquête. De la reconquête, tout à fait. Et donc, oui, ça ne m'étonne pas qu'elle va utiliser cet outil-là artistique pour comprendre ce qui s'est passé au pays après l'indépendance, une fois que l'euphorie de l'indépendance est tombée. J'aimerais, si on a encore le temps, parce que ton intervention m'a rappelé quelque chose, j'aimerais peut-être, si on a encore le temps, je pourrais la lire. Est-ce qu'on a un peu de temps? Oui, on a un peu de temps. Après, on va passer la parole à l'assistance. Oui. J'aimerais, attendez, parce que là aussi, vous pouvez voir comment est-ce que, quand elle a été nommée à l'Académie française, ça n'a pas plu à beaucoup de Français, parce que quand elle a écrit, et tu as mentionné, Gaston, son discours, elle n'a pas été très tendre vis-à-vis de la France. Et là, je trouve que c'est un peu quelque chose qui existe encore aujourd'hui. On a des intellectuels, des auteurs que certains, surtout dans des pays d'adoption, qu'on veut bien adopter, mais dès qu'ils commencent à dire et à critiquer, on veut se débarrasser ou se distancer d'eux. Alors, je vais vous lire ce que un journaliste français du nom de Pierre Assouline a écrit en 2006 pour critiquer le discours d'entrée d'Assia Jabbar à son entrée à la coupole des Immortels. Alors, juste un petit passage. Il a trouvé que l'écrivaine franco-algérienne se contredisait lorsque, dans son discours d'inauguration, elle a choisi, c'est ce qu'il dit, vilipender un pays tout en louant le génie de sa langue. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Oui. C'est-à-dire, on est toujours, et elle, Samira est partie, mais elle a, dès le début, elle a dit, elle est dans l'entre-deux. Et oui, on peut vilipender, mais aussi on peut aimer la langue. Et on peut la maîtriser et on peut l'approprier, se l'approprier. Donc, cette idée que tu es l'un ou l'autre, tu es l'arabe de service ou tu es celle qu'on va aller tuer dans son propre pays, elle refuse cette dichotomie-là, parce qu'elle la trouve très restrictive. Et je trouve ce genre d'amour inconditionnel qu'on veut toujours de nous, Assia Jabbar l'a très très bien compris, et elle a choisi son nom de plume, Assia et Jabbar, comme l'a bien dit Samira, elle est entre la douceur et elle est entre l'intransigeance. Donc, elle est les deux à la fois. Et malheureusement, quand on est une personne, disons, pas de souche peut-être, pour utiliser quand même une expression que je n'aime pas beaucoup, mais quelqu'un, parce que c'est quoi la souche? Mais enfin, quand on est quelqu'un comme elle, qui vient d'un pays qui a été colonisé, qui a appris la langue du colon, qui est une fille, je trouve qu'il y a un seul modèle pour lequel on dirait elle doit y rentrer et elle doit l'adopter. Et je crois que Assia Jabbar avec sa liberté, avec sa force de caractère, avec son intelligence,
s'est détachée de tous ces modèles-là dans lesquels on voulait la mettre. Et ça lui a causé parfois, on ne la connaît pas bien, on ne la connaît pas, et je suis très très reconnaissante pour le Salon du Livre afro-canadien qu'on nous donne cette chance d'en parler aujourd'hui, 10 ans, 11 ans après son décès, et qu'on la connaisse et qu'on la redécouvre encore plus, parce qu'elle est, en fait, elle est passée par là où nous sommes déjà aujourd'hui. Ok. Alors, je voudrais dire un mot sur son discours, après je passerai la parole rapidement. D'accord. Rapidement, mais la critique dont a parlé Monia n'était pas fondée du tout. Parce que le discours de Assia à l'Académie française a été un discours d'humilité et de simplicité. À titre d'exemple, en fait, elle a été reçue à l'Académie le 22 juin 2006. Alors, elle remplaçait M. Georges Vedel et au fauteuil numéro 5. Et tout au long du discours, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a relaté la vie et l'apport de Georges Vedel. Et nulle part, elle s'est vantée de quoi que ce soit, nulle part, il y a eu une critique acerbe contre la France ou le français. Et moi, j'ai quelques exemples ici. Elle disait, par exemple, que ok, Monsieur Couteau, et c'est un des membres de l'Académie Jean, le jour où il a été reçu, il s'est endimanché des phrases. Elle dit, moi, je ne saurais pas m'endimancher. Parce que je n'ai ni le charme, ni le brio de Jean Cocteau. Mais c'est vraiment la simplicité et l'humilité. Et puis, elle a cité pas mal de philosophes français à qui elle a rendu hommage. Par exemple, ici, elle reprend encore Jean Cocteau. Et elle a dit en plus, elle a parlé, et personne ne peut le lui reprocher, de la Divine Comédie du Moyen-Âge. Dante. Oui, de Dante. Où elle dit, par exemple, que dans ce discours, Dante disait « Mets ton esprit là où sont tes yeux. Mets ton esprit là où sont tes yeux. » Elle ne pouvait pas sortir de soi-même. Elle disait ce qu'elle vivait. Donc, ces critiques-là ont été d'ailleurs ramassées par d'autres critiques. Voilà ce que je voulais souligner. Et alors, je vous passe la parole. Si vous avez quelques questions, oui. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a un micro? Ici. Merci effectivement à Mosaïque Interculturelle d'avoir offert cette opportunité de rendre hommage à Assia Djebar. Je me sentais un peu obligé, je me dis il faut que je prenne la parole, mais pas en tant qu'érudit, parce que j'entends les experts, les spécialistes l'étudier sous toutes les coutures, mais moi je voulais apporter juste un petit témoignage, alors là tout à fait naïf, d'un jeune écolier algérien, parce que moi je suis algérien, et donc on a eu l'occasion évidemment d'étudier Assia Djebar à l'école. Je voulais dire qu'à ce moment-là, elle était beaucoup dans l'ombre de grands écrivains algériens. Il y en avait énormément, hein, Mohamed Dib, surtout Katib Yassine. Voilà, donc il y avait de très très grosses pointures à ce moment-là. Et moi je me rappelle à l'école, quand on étudiait Assia Djebar, c'est vrai qu'on l'étudiait comme quelqu'un, bon c'est une Algérienne, c'est clair, mais c'est comme si... moi, je me rappelle à l'école, c'est comme si on allait perdre notre temps parce qu'elle n'était pas encore connue. Et sauf que quand on l'a découverte, encore une fois, c'est un témoignage non pas d'un expert, mais de quelqu'un voilà, qui vient de la même région. De l'intérieur. De l'intérieur, exactement. Et là, je ne sais pas, j'entends beaucoup de mots, beaucoup de qualificatifs, mais regardez comment on la voyait. On la voyait la digne héritière de toutes les femmes qui, dans l'histoire de l'Afrique du Nord-Ouest,
Vous dites le Maghreb, nous on n'aime pas ce mot parce que ça a une connotation péjorative pour nous autres. En Algérie, au Maroc, personne ne dit je suis maghrébin, on dit je suis algérien, Et maghrébin, c'est une connotation raciste de la part de la France, exactement. C'était Félix Gautier qui, c'était je crois en 1912, qui disait on va donner un nom à ce pays qui n'a jamais eu de nom dans l'histoire. Donc c'est très raciste, on n'aime pas ça. En tout cas, donc nous, on l'étudiait comme une écrivaine, pas montante, mais qui s'imposait quand même, écrivaine algérienne. Et ce qui était intéressant, nous, dans le regard des enfants que nous étions, c'est qu'on reconnaissait en elle toute cette hargne des femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique du Nord, historiquement, depuis des siècles et des siècles. Elle n'était pas la première. Et on voyait en elle, à ce moment-là, c'est l'Algérie indépendante, et les filles, effectivement, s'affranchissaient un peu de tous les clichés. Et il y avait une montée révolutionnaire de la femme algérienne que nous allons connaître aussi en Tunisie, très bel exemple. Donc en fait, c'est la femme nord-ouest africaine qui va s'émanciper, qui va montrer sa présence, qu'elle est là, qu'elle compte et qu'elle comptait dans l'histoire. Et nous, donc, c'est comme ça qu'on l'a regardé Assia Djebbar. On disait, et ça a encouragé les filles. À l'école, quand on discutait, les filles, parfois, elles agaçaient les garçons et elles disaient, moi aussi, je veux aller dans la continuité des femmes historiques de l'Afrique du Nord-Ouest. C'est des reines, c'est des seigneurs, il n'y a pas que les hommes. Et comme Assia Djebbar, qui vient de le montrer, alors que, comme je disais, j'ai cité des noms, c'était quasiment que des hommes. Oui. Mohamed Dib, Katib Yassine, etc. Mais Assia Djebbar, donc, elle va émerger dans le domaine de la littérature, évidemment, mais il y avait aussi la chanson, on avait des femmes qui portaient cette voix. Voilà, donc c'est mon humble témoignage de l'intérieur. Merci. Il y avait une autre question là, oui. Moi, c'est plus un commentaire qu'une question. En attendant cet hommage à Mme Djebbar, il me vient à l'esprit le mot d'un poète haïtien du début du 19e siècle, qui, pour répondre aux gens qui critiquaient la manière d'écrire des premiers poètes haïtiens, avait dit « Les Français, en partant, nous ont laissé leur langue, tant pis pour elle. » Tant pis pour elle, c'est que ça nous donne le droit à la fois de massacrer cette langue On fait ce qu'on veut. en nous l'appropriant et en écrivant le français à notre façon. Également, elle nous a donné la capacité d'utiliser cette langue pour critiquer la France et lui rendre hommage. Super. En même temps. Oui. Donc, je vous raconte. Et c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle a fait, Assia Djebbar. Oui, oui. De toutes les façons, elle a critiqué son propre pays, ses traditions, mais aussi, ça ne l'a pas empêché de critiquer aussi la France. Oui. Et je vais peut-être terminer par... Il y a une autre question, sinon je vais... Une autre question? Alors, son premier livre, à 21 ans, je l'ai dit tout à l'heure, La soif. Écoutez-moi ce que son éditeur dit. Il dit ceci. La soif dont souffle Nadia. Donc, c'est un personnage du roman. Jeune musulmane de la bourgeoisie d'Alger, et de celle que sans doute on n'apaise jamais. Soif d'un ailleurs, et ailleurs c'est entre guillemets, soif d'un ailleurs. Soif de pureté. Deux êtres pour elle symbolisent le bonheur. Son ami d'enfance, qui s'appelle Jedila, et Ali, le mari de Jedila. Nadia, donc le personnage principal, devient l'ami dévoué du couple. Amitié très vite trouble. Non sans cynisme en effet, elle entreprend la conquête du séduisant Ali et
à sa stupeur, trouve une parfaite alliée en Jedlah elle-même. Jedlah, inapte au bonheur, qui n'a de sens qu'elle ne l'ait détruit et qui meurt peu après. Nadia se mariera à son tour, mais le sentiment de jalousie qu'elle a éprouvé pour l'autre ne cessera plus de la hanter. Et donc, dans une atmosphère à la fois tendre et pure, où la franchise n'est que le revers de la tendresse, et ça, l'éditeur parle d'Assia. Je reprends. Dans une atmosphère à la fois tendre et pure, où la franchise n'est que le revers de la tendresse, ce roman qui n'a rien d'autobiographie, bien que l'auteur appartienne au monde qu'elle dépeint, peut-être 25% de réalité, nous offre l'image d'une certaine jeunesse d'aujourd'hui, celle qui sait déjà de quel prix on paye la soif d'être heureux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Alors, vous avez un dernier mot? Non. Non, ça va, Ok. ça va. Mais je pense que je ne l'ai pas lu. Oui. Ça parle, je comprends bien, c'est comme un triangle amoureux. C'est Oui. un thème qu'elle reprend dans Nulle part dans la maison de mon père. Donc, C'est ça. je soupçonne qu'il y a... Absolument. Et ça, qu'il y elle a avait 21 ans quand elle a Oui. écrit. C'est Ouais, son ouais. premier livre. Donc, c'est un peu comme on termine là où on commence. Hein? On Ok. fait la boucle. Il y a des thèmes qui nous hantent, qui nous habitent. Et Assia Jabbar n'est pas une exception dans tout cela. OK. Merci. Alors, pour terminer, je voudrais remercier nos deux intervenantes pour l'excellent travail qu'elles ont fait et toutes les connaissances qu'elles ont mises à notre disposition. Merci. Et non le moindre, je vous remercie pour avoir participé, mais c'est la dernière séance du salon. Et c'est la merveilleuse des séances. Grâce à vous. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre présence et votre participation. Et enfin, nous remercions Mosaïque Interculturelle, sa directrice générale fondatrice, son personnel, tous les auteurs et tous les visiteurs. Et nous avons terminé. Merci. Merci.